Les relations corps et esprit questionnent depuis toujours. En Occident, on a longtemps adhéré à la thèse de Descartes, c'est-à-dire la thèse selon laquelle corps et esprit seraient deux entités, deux univers bien distincts, bien séparés. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies et des troubles physiques qui sont causés par l'esprit, par le psychisme. Mais ces relations corps et esprit se limitent-elles réellement à l'influence de l'esprit sur le corps ? Aujourd'hui, nous allons rencontrer Linda Hérault, qui travaille chez Néolist et qui est spécialiste de ces questions. Alors Linda, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Bonjour Julie. Alors je suis masseur kinésithérapeute depuis 19 ans. Alors mon parcours est un peu peut-être atypique. J'ai poursuivi rapidement par 3 ans de formation en naturopathie et 4 ans de formation en shiatsu, qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise, pour faire court. Alors j'ai d'abord travaillé en cabinet en ville, et puis, on va dire, depuis 2008, j'ai la chance d'intervenir au sein d'une équipe pluridisciplinaire chez Néolis sur la prévention des TMS et des RPS en entreprise. D'accord, donc tu as parlé de médecine chinoise et d'approche holistique, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est vrai que nous, chez Néolis, on a une approche holistique. Pourquoi on a une approche holistique? Alors peut-être déjà, qu'est-ce que c'est l'approche holistique? L'approche holistique, c'est d'intégrer en fait la personne dans sa globalité. Et pour le coup, en entreprise, c'est aussi de l'intégrer dans la globalité de l'entreprise. Et intégrer l'entreprise aussi dans une globalité aussi socio-économique. On va, au lieu de diviser les problématiques, l'individu, on va plutôt réintégrer les différents paramètres en fait pour avoir une vision multifactorielle en fait de la problématique. Donc c'est ça l'approche holistique. Et en fait, on y est venu à cette approche holistique, parce que Néolis est né en fait d'une frustration, c'est que en cabinet en fait, moi de mon côté, je voyais des problématiques et je voyais qu'elles venaient aussi beaucoup du travail et le sujet était comment arriver plus en amont pour que la récupération soit plus rapide pour la personne. Et parallèlement, avec Alexandre, en fait, Alexandre, lui, il connaissait aussi les modes de management des entreprises, il connaissait la vie des entreprises et aussi leurs enjeux de demain, en fait, et l'enjeu humain dans l'entreprise, cette ressource humaine. Donc, il m'a dit, ce serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose sur les entreprises en fait, pour accompagner ces entreprises, parce que elles aussi elles font face à ces difficultés comme l'individu en fait. D'accord. Donc Alexandre, c'est le dirigeant de l'entreprise Néolis, également de l'entreprise WeView, qui sont toutes les deux finalement des entreprises qui visent à accompagner les autres entreprises dans des problématiques de risque professionnel. Et du coup, vous avez fait le constat, là, si j'entends bien, que finalement des sujets étaient connectés au sein d'une entreprise et que ces sujets au sein de l'entreprise pouvaient altérer la santé des individus, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, alors surtout en 2008, petit à petit, en fait, c'est vrai que nous, quand on est arrivé, on disait un TMS, on va pas le différencier de l'approche RPS. Aujourd'hui, on l'entend un petit peu plus que les deux sont liés, mais à l'époque, ça l'était pas vraiment. Et aujourd'hui encore, on a tendance quand même à se dire, je fais mon plan RPS d'un côté, et puis dans 2 ans, je ferai mon plan TMS, ou je l'ai fait, mais je les connecte pas. Alors que, au final, nous, ce qu'on veut, c'est être efficace. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a par exemple une tendinite par exemple de l'épaule. Si j'ai une tendinite de l'épaule, c'est une TMS de l'épaule, je vais avec cette tendinite, je vais aller je peux la traiter comme une TMS, donc je vais aller voir par exemple le poste. D'accord.
Mais peut-être ce sera pas que ça en fait. Peut-être il va aller, peut-être ce sera une problématique de changement de l'entreprise. Peut-être ça va être une problématique organisationnelle, managériale, ou une problématique en effet de cadence sur la machine. En tous les cas, on ne va pas pouvoir dissocier en fait, on va dire l'ATMS d'un côté et puis les RPS. Et chez l'individu, ça va être pareil. On va pas dissocier la douleur de son stress en fait. Il va falloir qu'on voit aussi, eh bien, les différents impacts au sein de l'individu et les relations qu'ont ces impacts dans la genèse de la TMS. D'accord. Donc finalement, on va également diagnostiquer des troubles musculo-squelettiques en regardant les risques psychosociaux, en regardant le vécu aussi de l'individu, les événements qu'il a pu vivre au sein de l'entreprise. Oui, qu'il a pu vivre au sein de l'entreprise et de l'entreprise aussi, ce qu'elle a vécu aussi, l'historique de l'entreprise. D'accord. On entend souvent parler du fait que l'esprit finalement peut causer des maux physiques, des maladies physiques. Donc là, c'est plutôt de la somatisation. Qu'est-ce que tu penses de cette approche et en quoi est-ce qu'elle se différencie finalement de la médecine traditionnelle chinoise ? Alors c'est vrai que, et tu l'as dit, le terme somatisation, nous en médecine chinoise, n'a pas lieu ou est complètement de fait, en fait. Comment dire, c'est-à-dire que sur un problème musculaire, j'entends par exemple, on va reprendre l'exemple de la tendinite. Mm-hmm. Eh bien, une tendinite, c'est un impact musculaire. Nous, c'est relié à un méridien qu'on appelle méridien du foie, mais qui n'est pas forcément l'organe physique qu'on a classiquement l'habitude d'entendre, et qui va être relié en fait à un état émotionnel. Donc chaque organe, on va dire, mais on va essayer de pas l'entendre du point de vue médical, chaque organe est relié à un état émotionnel. Par exemple, si j'ai des problèmes souvent de gros intestin, je vais essayer de regarder si j'ai pas de tendance à être nostalgique ou à penser que c'était mieux avant, ou en tout cas pas être enclin au changement. Ça va me poser problème, les changements. Ça va être donc les changements, et puis je vais avoir tendance à ce que tout soit bien réglé. J'aime bien que tout soit réglé sur mon bureau, par exemple. Voilà, ça c'est souvent associé, par exemple, à cette personne-là peut avoir des problèmes du gros intestin. Et d'ailleurs, on l'entend assez couramment si on part en vacances. Je sais pas, Julie, si tu pars en vacances, généralement, moi, si je suis en déplacement, tous les matins, je vais aller à la selle. Si je pars en déplacement, il est très probable que je n'y aille pas parce que je ne suis pas chez moi, parce qu'il y a un changement, parce que tout n'est pas pareil. Donc ça, le gros intestin, il n'aime pas. Le gros intestin, du coup, il aime pas trop ces changements. Il est perturbé suite notamment au voyage, au déplacement, etc. Et du coup, c'est aussi lié à l'esprit, finalement. C'est parce que aussi peut-être l'esprit nous dit attention, tu n'es pas chez toi. Du coup, tu peux pas y aller. C'est ça ? Est-ce que aussi c'est le gros intestin peut-être qui parle aussi peut-être à l'esprit ? Je sais pas. Alors c'est vrai qu'en neurosciences, on a remarqué en fait que il y avait des neurones de la même qualité que ce qu'il y a dans notre cerveau, et qu'ils communiquaient donc dans nos intestins et qui communiquaient avec notre cerveau. En fait, qu'il y avait un incessant va-et-vient. D'ailleurs, ils ont fait un petit essai avec des souris. En fait, ils ont pris des souris dépressives. Alors, ils ont vu qu'ils étaient dépressives parce qu'elles n'allaient pas chercher leur nourriture. Bref, dans un labyrinthe. Ensuite, ils ont enlevé leur flore intestinale et ils ont mis une flore intestinale de souris saines.
Et ils ont observé que les souris, à nouveau, se nourrissaient, à nouveau, n'avaient plus un comportement dépressif. D'accord. Ils ne sont pas arrêtés là, en fait. Ils ont repris ces souris et ils leur ont réinjecté de la flore intestinale de départ, en fait, de leur flore intestinale quand elles étaient dépressives. Et elles sont redevenues dépressives. Donc, on n'en tire pas des conclusions directement, mais en tout cas, ça pose question et on voit qu'il y a un impact réel, par exemple, là, sur le fonctionnement d'un organe, ou en tout cas la qualité d'un organe plutôt, avec un état émotionnel. D'accord. On se dit souvent que finalement notre esprit, notre état d'esprit peut influencer sur notre corps, et c'est vrai qu'on se dit plutôt rarement que notre corps est un indicateur aussi de notre psychisme et de notre esprit. Tout à fait. C'est surprenant. Tout à fait. Et pourtant, en fait, on le teste de manière assez rapidement, de façon empirique. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis en colère, qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère, par exemple, envers nos enfants? On se dit que ce n'est pas souhaitable de leur rouspéter, surtout en état de confinement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va respirer. On va souffler plutôt que respirer, je pense. On va souffler. Et bien, nous, en médecine chinoise, le poumon, en fait, on va calmer, bien, la colère, va calmer la colère, d'un autre organe, le foie. En fait, nous, ce qu'on étudie en médecine chinoise, c'est les relations. Donc là, le poumon va calmer la colère et la frustration du foie. Et c'est ce qu'on fait généralement en méditation ou en sophrologie ou dans d'autres techniques où, on respire par le ventre et on voit en fait que ça calme en fait l'esprit, tout simplement. D'accord. Donc on le teste, mais on dit que c'est pas le corps, et pourtant quand je fais du sport, quand je vais aller courir, je vois bien qu'après je suis plus détendue. Alors hormonalement, ça s'explique aussi. Ouais, finalement c'est tout s'autorégule. C'est plutôt logique. Du coup, la liaison, quand on entend ton approche, la liaison RPS et TMS, donc risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques, est plutôt logique, puisque effectivement, si je suis stressée parce qu'il y a eu des changements, etc., effectivement, ça va se répercuter sur mon corps, et puis ça peut se faire aussi assez naturellement. Je vais pas assez dormir, etc. C'est plutôt logique finalement quand on entend ça. Tout à fait, c'est plutôt logique, mais souvent nous on a quand même encore cette approche et qui est nécessaire, cette approche où on va catégoriser, on va faire cette approche analytique en fait. On traite un sujet, puis on en traite un autre, et puis tiens, on fait notre to-do list, et puis mais en fait demain, si on veut être efficace, une entreprise demain, elle a une to-do list tellement importante, j'ai envie de dire qu'elle ne va pas tellement pouvoir faire cette to-do list, en tout cas elle pourrait faire, mais elle va mettre un temps énorme. Si je veux mettre un plan en place sur l'RPS, ensuite TMS, je vais capitaliser de façon beaucoup plus lente en fait, que si je prends ces deux sujets TMS RPS, que je l'analyse en plus de façon multifactorielle chez Neolis. On va l'avoir. On a par exemple, je vais étudier moi une approche, mon approche kiné et médecine chinoise d'une problématique. J'ai mon collègue qui est ergonome, je vais avoir mon autre collègue qui est spécialiste du management, une autre collègue qui est spécialiste de la relation et de la communication et des conflits par exemple. Je vais pouvoir ainsi analyser, on va pouvoir ainsi analyser les problématiques avec les acteurs de l'entreprise, et on va pouvoir se dire, si je fais ça, j'ai un impact à la fois sur les RPS et les TMS. Pourquoi s'en priver? Et ne pas catégoriser, c'est que organisationnel, que matériel, que ça. Non. En fait, c'est bien de changer, d'avoir cette approche-là. Mais demain, on sait très bien qu'on n'aura pas le temps et forcément les budgets au bon moment pour ça. Donc, on a besoin de cette approche multifactorielle pour être efficace. D'accord.
et le plus rapidement possible pour l'individu dans l'entreprise, pour son bien-être. D'accord, ça me fait penser, en tant que sociologue, ça me fait penser à l'analyse que faisait Durkheim, qui est le père de la sociologie en fait. Il faisait une analogie entre le fonctionnement de la société et le fonctionnement du corps humain, et ce qu'il disait en fait, c'est que chaque organe a une fonction spécifique et elle est bien spécialisée dans son domaine, mais elle va interagir avec les autres, elle va agir sur les autres, et c'est ça qui va permettre le fonctionnement global du corps humain. Et du coup, il assimilait réellement la société à un corps humain. Est-ce que vous, votre entreprise, on peut faire la même analogie finalement, votre fonctionnement au sein de Neolis, ça ressemble un petit peu au fonctionnement du corps humain, des liaisons internes entre les organes, entre le corps et l'esprit, etc. C'est exactement ça, Julie. Et aujourd'hui, on a besoin en fait de prendre du recul et d'avoir une vision plus globale et plus multifactorielle des sujets en entreprise, parce qu'il y en a tellement que on doit être chirurgical, mais dans le sens chirurgical, c'est pas dans le sens je divise l'entreprise en secteurs, mais au contraire, c'est que je sais que si j'agis ici, tout va en découler et tout le reste va être logique et va dérouler beaucoup plus naturellement. Et ça, nous on le fait sur la qualité de vie au travail, et de la même façon, on doit s'adapter aux ressources de l'entreprise, à la culture de l'entreprise, à son historique. Si on prend pas ça en compte et qu'on copie-colle des choses qui ont marché dans d'autres entreprises et qui marcheraient pour cette entreprise, mais qui seraient certainement pas aussi efficaces que quelque chose d'autre, et qui ne déroulerait pas avec autant de facilité que si on utilise toute cette approche multifactorielle en fait. D'accord. Le but est encore une fois autant dans l'approche de la médecine chinoise, c'est qu'on vise la responsabilisation du patient et donc son autonomie. Le but, c'est quand même après que l'entreprise soit autonome et que ensuite elle sache relever activer en fait les leviers du bien-être et de la qualité de vie. J'ose pas utiliser bien-être parce que c'est un peu galvaudé, mais il s'agit de ça en fait, en tout cas du plaisir à travailler et de ces ressorts-là en fait au bon moment. Et qu'elle apprenne à bien connaître ses forces et ses faiblesses, parce que chaque entreprise aura forcément à un moment donné ses faiblesses et ses forces, mais de les savoir, c'est savoir agir, relever ces petits défis du quotidien le plus rapidement possible en fait. D'accord, et s'appuyer au maximum finalement sur ses ressources, sur les ressources des salariés, etc. C'est ça ? Exactement. D'accord. Et là, ça inclut forcément le dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant, dedans cette entité d'entreprise, il est prépondérant. Il est prépondérant. Et Linda, ce qu'on voit, en tout cas moi, ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est qu'on lit de plus en plus quand même le corps et l'esprit. On commence à accepter cette idée. On a eu un petit peu de mal, je pense, en France. Donc ça se fait petit à petit. Mais vous, chez Neolis, vous avez commencé en 2008. 2008, c'est tôt ou pas pour ça ? C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Il y a des entreprises qui nous regardent avec des grands yeux. Et d'ailleurs, moi, je remercie aussi Atlantique, parce que le groupe Atlantique, c'était une des entreprises qui nous a fait confiance sur cette approche-là. Et en 2008, on peut aussi se dire que en face, on avait aussi des interlocuteurs qui étaient assez avant-gardistes, je pense. Et en fait, pour s'apercevoir qu'au final, leur retour de la première année, c'était de se dire qu'en fait, l'investissement qu'ils avaient l'investissement qu'ils avaient mis en place, ils avaient déjà les retours en fait au bout d'une année, et que c'était positif. Donc ils continuaient, et depuis on agit à leur côté. Mais petit à petit, en fait, on n'est pas au même niveau qu'en 2008.
On monte à chaque fois d'un grade et ils avancent aussi par eux-mêmes parce que ils ont aussi des ressources en fait. D'accord. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que finalement, la médecine chinoise et l'approche holistique commencent aussi de plus en plus à être intégrées dans le milieu médical, qui est un milieu plutôt cartésien quand même de base, où on s'appuie vraiment sur la science exacte, sur des chiffres et vraiment sur des spécialités. Est-ce que tu as des petits exemples toi à nous donner? Moi j'en connais quelques-uns, mais je préférerais que tu nous partages les tiens. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir le tester il y a 15 ans lors de mon premier accouchement où j'ai pu tester l'acupuncture en fait qui m'a aidé qui a été faite par une sage-femme en fait. Donc j'ai pu en bénéficier et c'est vrai que c'est un des premiers la maternité qui utilise l'acupuncture puisqu'on est plutôt sur des méthodes annexes en fait pour faciliter aussi. Mais on va aussi avoir dans les anesthésies l'approche de l'hypnose, surtout dans les cas où on a besoin de la conscience en fait de la coopération du patient, par exemple. L'hypnose, c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand on visualise l'hypnose, il y a quelques années encore, on voyait ça comme quelque chose d'assez mystique. Et finalement, aujourd'hui, c'est intégré au milieu hospitalier. Et comment ça se passe finalement cette hypnose? C'est pour quel type d'opération Par exemple, pour certaines interventions au niveau des yeux, on va avoir besoin d'échanger avec le patient. Et là, l'hypnose va nous permettre d'avoir un patient qui, pour enlever la douleur, diminuer la douleur, et puis avoir le retour du patient. Alors, oui. Donc, pardon, on va pas avoir d'anesthésie du coup? Non, on va pas avoir d'anesthésie. Alors après, je ne suis pas spécialiste de cette anesthésie. Je voudrais pas dire. Je sais que c'est utilisé. On utilise l'hypnose. Après, en fonction du niveau d'intervention, je ne sais pas s'il y a une petite anesthésie locale en plus. En tout cas, il n'y a pas d'anesthésie générale, ça c'est sûr. Après, de plus en plus, c'est intégré. Ça devait être en 2015, je pense, où il y avait il devait y avoir plus de 6000 médecins qui avaient reconnu, qui avaient déclaré en fait avoir une orientation en fait en médecine complémentaire ou alternative. D'accord, super. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Linda? Non, je te remercie. Moi, je pense vraiment que la compétitivité aussi des entreprises de demain, ça va être par rapport à cette approche multifactorielle. Alors nous, de la QVT, de la prévention des TMS et des RPS, à ce sujet-là, mais cette approche multifactorielle, elle doit être aussi certainement à d'autres niveaux qui ne sont pas de mon sujet, mais je pense aussi sur d'autres univers qui sont autour de l'entreprise. En tous les cas, l'humain, c'est la ressource. Je pense qu'on a été pas mal au bout des possibilités parfois techniques. Alors, on a la robotisation, on peut avoir, mais si demain on peut être compétitive, on va avoir besoin d'humains et on sait que la créativité et l'innovation va dépendre aussi de cette notion de plaisir. On sait maintenant en neurosciences que la notion de plaisir, elle est très importante dans l'innovation en fait, dans l'apparition de l'innovation et de la créativité. Et pour cela, on va être obligé aussi d'agir sur les RPS et les TMS au-delà des chiffres aussi et auxquels on doit faire face en tant qu'entreprise et diminuer aussi. D'accord. Merci Linda. Merci Julie. À bientôt. Vous pourrez nous suivre. On continuera de faire des podcasts et vous pourrez nous suivre sur cette chaîne. À bientôt tout le monde.